Bonsoir à tous, bienvenue sur le plateau Equinox Soir, votre décryptage quotidien de l'actualité de lundi à vendredi entre 19h et 21h. À quelques 2 semaines de la rentrée scolaire 2019, des voix s'élèvent pour une reprise effective des enseignements dans les régions anglophones du Cameroun. Pour la 3e année consécutive, les carillons de la rentrée scolaire ne vont-ils pas sonner ? Pas si sûr. Depuis l'appel de Mancho BBC et Félix Galim du pénitencier de Kondengui pour un retour à l'école, suivi quelques semaines après par celui des autorités administratives locales, au rang desquelles le gouverneur de la région du Nord-Ouest, Adolphe Lélé Lafrique, c'est au tour du Social Democratic Front d'appeler les belligérants dans ce conflit à un cessez-le-feu pour ne pas hypothéquer, une fois de plus, de l'avenir de la jeunesse scolarisable dans ces 2 régions. C'était lors du National Executive Council de samedi dernier, le NEC qui s'est tenu ici à Douala. Ces résolutions sont donc sorties de ce NEC. C'était samedi dernier, ici à Douala. Et qui n'en soit, c'est tout à l'heure, à 20h, la grande édition d'information présentée par Cédric Nouffelé. Tout de suite après, le débrief. Tout de suite, madame, monsieur, et maintenant, c'est le fait du jour. Rentrée scolaire 2019 dans le Nord-Ouest et le Sud-Ouest, le Social Democratic Front interpelle le gouvernement et les forces séparatistes. Pour en parler ce soir, je suis en plateau avec Alain Djipou. Bonsoir Alain Djipou. Bonsoir Serge Alain Autou. Bonsoir à tous les téléspectateurs. Bonsoir aux panélistes. J'y arrive. Voilà Alain Djipou, vous êtes en noir aujourd'hui. Oui, c'est un jour de deuil, c'est un jour chargé de beaucoup d'émotions. Vous savez très bien que un des maillons forts de la liberté de la presse au Cameroun a tiré sa référence au mois de juillet. Cet après-midi, il y a eu levé de corps à l'hôpital, à la morgue de la garnison. Et il s'agit bien de M. Jean-Baptiste Sipa, ancien directeur de publication du quotidien Le Messager, qui a roulé plus d'une soixantaine d'années sa bosse dans les arcanes, n'est-ce pas, de la collecte, le traitement de l'information, l'analyse, n'est-ce pas, des faits d'actualité et la mise en perspective, n'est-ce pas, des événements. Et pour nous, c'est M. Sipa que nous pleurons aujourd'hui, et non seulement une icône de la liberté de la presse, mais davantage un professionnel à la finesse jamais égalée. Et c'est un vide que sa disparition laisse profondément dans un secteur d'activité nationale, parfois embrigadé par des esprits retors et contraint parfois à subir des assauts liberticides, n'est-ce pas, des régimes qui est pratiquement aux abois en ce moment. Ok. Vibrant hommage de Alain Djipou à l'endroit de Jean-Baptiste Sipa. Bonsoir à vous. Fa Elvis Tayon, the man of Gunoko village. Yes. How people of Gunoko are doing today? Well, Alan said, my village, as usual, is in a state of uncertainty because at any time anything can happen. And so the people in Gunoko village, just like the people in Kukum village in Batibo, Kukum village is in Batibo. You have 2 villages? Right. I have one which is adopted because I have a very good friend who is the Royal Majesty, the founder of Kukum village. Yes. And over there too, it's not also easy in Batibo because they live in a state of uncertainty because at any time you could get some military incursion, which means there are always casualties looking around. And as such, we say greetings equally to my Reverend Pastor, that's Reverend Pastor Christopher, who is of Umugi Parish, still in Batibo. That's the Presbyterian Presbytery Secretary in Batibo. So if you look at it critically with a whole of others who are quite from Gunoko village, as you said, like Naba, Christopher, and the rest, you get to understand that the same scenario that we witnessed
in Gunuku village, in Bengui Central subdivision, in Momo division, is the same fear that runs across the northwest and the southwest, meaning that at any time you could get there one morning and you just get military around the corner, and so at the end of it, people get scared, and so you're alert, and people are always on the set to run. I'm coming from my village. I could tell you that I was also ready to run. I didn't sleep well like the way I would sleep here, because I knew that at any time that they signal that there is incursion already, we have to start running for our dear lives. So it's quite a call for concern. Ok, Elvis Taillon, sur ce plateau une fois de plus. À côté de vous, Jean-Marie Onambele. Bonsoir Jean-Marie. Bonsoir Serge Alain, bonsoir aux téléspectateurs d'Equinox Télévision et surtout bonsoir aux autres qui vont partager ce plateau avec nous, je voulais le dire aujourd'hui. Ok, bienvenue. Jean-Marie Onambele, journaliste. Maître Achille Ledio. Bonsoir Maître. Bonsoir mon cher Alain, bonsoir à tous les intervenants, bonsoir également à tous les inconditionnels d'Equinox qui nous regardent actuellement. Voilà, vous êtes du Social Democratic Front, surtout conseil pour la région du conseil juridique pour la région du littoral. Effectivement. Samedi dernier, on l'a dit, c'était le NEC. C'est bien cela? Effectivement, samedi dernier, le NEC a tenu ses assises ici dans la ville de Douala. Ici à Douala. Pourquoi Douala? Vous nous avez soit habitués à Bamenda, en Tarikon? Non, rassurez-vous, je pense que j'avais déjà au préalable répondu à l'une de ces questions. Il arrive ces derniers temps que le NEC effectue plutôt... Soit délocalisé? Oui, délocalisé. La dernière fois, c'était Yaoundé. À Yaoundé, oui. Tout récemment, c'était Douala. Donc, il n'y a pas matière à s'alarmer. Non, on fait juste un constat. Hein. Parce que vous nous avez habitués au Tarikon Palace. La plaque la formule de la plaque tournante est aussi la bienvenue. Voilà, l'une des résolutions, je commence avec vous, Maître Achille Ledio, le SD entre autres, demande par conséquent au gouvernement et aux combattants séparatistes de négocier de toute urgence un cessez-le-feu et prendre les mesures nécessaires pour la mise en place d'un couloir sécurisé pour permettre un retour serein à l'école. Qu'est-ce que le SDF entend par couloir sécurisé? Effectivement. Concrètement. Serge Alain, voyez-vous, le SDF, dans sa politique d'avant-gardiste, a toujours pensé que l'avenir de cette nation, ou alors l'avenir du Cameroun, c'est sa jeunesse. Et 3 ans que ça dure sans que la jeunesse du nord-ouest et du sud-ouest ne puisse goûter aux délices de l'instruction, le SDF pense que ça en est de trop. Cette fois-ci, le SDF est sorti des sentiers mal battus et interpelle et le gouvernement de la République et les séparatistes, autant pour moi, afin que chacun puisse comprendre que l'éducation, l'instruction est l'héritage que l'on devrait laisser à sa jeunesse. C'est pourquoi le SDF, dans l'une de ses résolutions fortes, interpelle les deux parties pour mettre sur pied, sur le plan pratique, ce qu'on a appelé un couloir sécurisé. C'est-à-dire, l'on devrait s'assurer qu'effectivement, les enfants seront dans les conditions de sécurité pour pouvoir aller et venir. Parce que le tout n'est pas d'interpeller. Le tout n'est pas de dire il faut aller à l'école. C'est aussi de prendre des mesures appropriées, les mesures sécuritaires appropriées par. Car, voyez-vous, si un parent donne son aval, accepte que son enfant aille à l'école dans ces zones-là, il faut un minimum de garantie. Ce minimum de garantie, le SDF pense que l'État doit mettre sur pied tout un dispositif de sécurité afin que ces enfants ne puissent pas être peut-être enlevés, que les enfants ne puissent pas être l'objet d'abus des uns et des autres. En réalité, ce qu'il faut comprendre, c'est que le SDF est soucieux de l'avenir de la jeunesse du nord-ouest et du sud-ouest, et cette fois-ci, tire la sonnette d'alarme, interpelle toutes les parties dans cette guerre asymétrique, interpelle tout le monde, parce que dans sa dernière position, pour ceux qui suivent constamment les résolutions du NEC,
il était question, je veux dire, l'ONEC avait interpellé fortement le gouvernement, et cette fois-ci, l'ONEC, avec des informations que nous avons recoupées sur le terrain, il a été de bon ton que l'ONEC interpelle et le gouvernement de la République et les groupes séparatistes. Ok. Jean-Marie Onambele, on insiste sur la chute de Maître Ledjo. Il dit que cette fois-ci, le social-démocratique Front, on voit une espèce d'évolution. Il a toujours interpellé seulement le gouvernement, mais pour ce Nexi, c'est et le gouvernement et les forces séparatistes en fonction des éléments qu'il a recueillis sur le terrain. Comment vous appréhendez cette sortie? Permettez-moi déjà d'apprécier cette sortie du SDF, étant moi-même, il faut le dire, tous les journalistes sont plus ou moins du centre-gauche, donc un peu proche de cette tendance-là. Il parle pour lui. Du centre-gauche, j'ai bien parlé du centre-gauche. Donc, je dis bien du centre-gauche. Donc, maintenant, ça n'engage que Jean-Marie. Et c'est même pas, c'est dans la tendance, c'est pas dans l'aspect politicien. Malheureusement, tout ce qu'on énonce au Cameroun, on le voit que dans la chapelle politicienne. Et que le centre-gauche, peut être même une manière de vivre, sans forcément être dans un parti politique. Donc, je disais donc que c'est une très bonne chose pour un parti politique d'autant plus très majeur dans l'aspect politique camerounais. Parce qu'il faut dire que depuis quelques années, on a vu une certaine tendance des partis politiques à n'interpeller que le gouvernement et les pouvoirs publics de Yaoundé, sans pour autant parfois interpeller ou alors questionner la responsabilité aussi des autres belligérants, je voulais dire une partie des belligérants qui étaient ces séparatistes-là, qui aujourd'hui, pour certains, sont devenus des bandes armées plus que des séparatistes. Et cette sortie du SDF vient aussi un peu conforter certaines personnes qui, depuis quelques semaines, veulent effectivement qu'il y ait une rentrée scolaire dans ces deux régions du Cameroun. Parce qu'il faut le dire et vraiment le marteler, l'éducation, c'est quelque chose de cher pour une nation et même déjà personnellement pour un individu. Un individu qui fait 3 ans sans aller à l'école, un jeune qui fait 3 ans sans y aller. Moi, ça m'avait choqué la dernière fois que j'étais sur ce plateau d'entendre des politiques, en fait un certain parti politique, dit à haute voix qu'il ne faut pas qu'il y ait la rentrée scolaire dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest parce qu'il faudrait qu'un président qu'il juge incompétent vienne résoudre un problème dont on voit effectivement une certaine incompétence dans la résolution depuis. Je pense qu'aujourd'hui, et toutes les chartes, il faut qu'on ne va pas énoncer toutes les chartes et tous les pactes dans les zones en conflit, font en sorte qu'il y ait une continuité dans l'instruction, dans l'éducation. On peut citer des pays de l'Afghanistan, l'Iran, tous ces pays-là sont en conflit, mais on n'a jamais parlé de l'arrêt de l'école dans ces zones-là. Moi, j'ai eu une très belle expérience au nord du Tchad, à une période, à Bardaï, dans la zone du Tibesti, au nord du Tchad, où je suis parti pendant 6 mois comme volontaire des Nations Unies. C'était une zone qui était en guerre, mais on se battait. Que ce soit les organisations internationales ou alors le gouvernement et même les belligérants se battaient pour que les jeunes qui sont là sur place puissent avoir une certaine éducation. Et moi, donc voilà pourquoi le SDF parle de... Est-ce que c'est ce qui renvoie au couloir sécurisé? Effectivement, les couloirs sécurisés. Ça veut dire qu'aujourd'hui, il y aura, je vais dire quoi, les belligérants vont savoir que là, ces jeunes-là, il y a une certaine zone où ils ne doivent pas effectivement, où ils ne doivent pas avoir des combats, où ces zones-là doivent être des zones où les jeunes peuvent aller, les jeunes élèves peuvent aller et revenir avec les professeurs sans pour autant qu'ils soient kidnappés, sans pour autant qu'ils soient, peut-être qu'ils reçoivent des balles. Parce que dans cette guerre qui paraît asymétrique aujourd'hui, on ne sait pas parfois d'où la balle est en train de venir. Donc vraiment, moi j'ai une très bonne appréciation de cette sortie SDF. J'espère que ça va être embrayé par les autres partis politiques, malgré que il faut voir déjà après la sortie du SDF, les sons de cloche dissonants sont venus de gauche à droite parce qu'il y a certaines personnes, je continue à le dire, qui font de la surenchère avec cette crise dans le nord-ouest et le sud-ouest. Frère Louis Taillon, sur l'initiative du SDF, à tout faire. Je l'ai dit, c'est à la suite de Mancho BBC, Félix Galim et les autorités administratives. Le SDF est rentré aussi dans la danse et propose même quelque chose, un couloir sécurisé pour ne pas hypothéquer une fois de plus l'avenir des jeunes enfants de ce côté. Well, I think SDF's move is a laudable one, Serge. I've been saying that
most of us could talk about the back to school here the way we want to talk. And until you live in the areas, then will you understand the realities. There are principles of back to school which many other people come on platform and they tend to explain as if school could just begin like that, like good morning. But on the other hand, for those who get to the field, SDF has done a good job because they are specifying the security aspect of it. And I think that I've been among those who have always been against the examples people give that school should resume. When people say Afghanistan, war is there is school. Iraq, war was there is school. I said no. People don't give the right information to the public. When you go to these areas, there's what they call buffer zones. If you go to Syria, there's only one part in Syria, in Aleppo, where school is going on. Which means that these areas have been secured by UNESCO, UNICEF, in accordance with the government. I repeat, in accordance with the government. What does it mean? It means that in as much as people are clamoring for schools to resume in the Northwest, Southwest, I call it a total distraction because the manner in which people put it does not guarantee the security of the children as per se. Such, I would let you understand that if you look at it critically, we have about above 97,000 school-going age in the Northwest and the Southwest region. I've been able to carry out that statistic because the government has refused to carry out, because when you are a government, you work on statistics to know whether it's what the case or not. If you look at it critically, 51,000 of those out of the 97,000 are not going to school, which means they have left the area. 51,000 are not in the Northwest, Southwest. Many have come to the French-speaking area, and then there are others who have decided to go to neutral grounds, different from the Northwest, Southwest. And amongst all of these, you know that there's also another number, which is over 20,000 who are in Nigeria out of the 51,000. So if you look at this portion that is not even the Northwest region, majority of them, about 22,000 of them, have relocated to the French region and are going to school. I want to give this picture because when people talk about back to school, it's like the entire Northwest, Southwest is not going. Circumstances have forced people. Some have relocated, and there are few who have not been able to relocate because they either don't have relatives or they don't have the means. Now, these are the issues here. The 26,000, we have 46,000 who are present. 20,000 of them are equally in the bushes. For example, you know there was military incursion in Babanki 2 days ago, and many ran into the bushes. These are the population that were supposed to have surely been in school, who are not there because of military incursion. We know about houses that have been burnt. So what we are saying here is that with all the atmosphere that we find, just like SDF is putting it, the security is at the center of it. Because people will tell you, no. When the government decides to set a buffer zone, it means that the person in one will no longer go to school in one. The government itself, preaching back to school, Search Alert, I must tell you, has not put in place the measures of back to school. Unfortunately, the bad thing is that the government has politicized the back to school. Search Alert, the Anglophone crisis is not an issue to politicize as we find it. We understand division of the give 50 million francs each per division to boost the back to school. That is not the solution to back to school alert search. I must be able to tell you. Because we are looking at a prevailing condition whereby, look at Baga Bakundu. Yesterday, people were burnt in their houses. I'm sorry to tell you that. Maybe you have not gone through. Now, there was an attack. They don't know what happened. So if you look at it critically, I came here last time and I said, we have an average of 5 people who die every day. Now it has increased to 8 daily. Take 8 times 30 days. You get the figure. All right. 3 days ago at Malende, we have some young guys who were shot. And amongst them, in the investigation, I was told that we had a student from JHS Moyoka who was equally among. So even students themselves to also become victims. It means that the atmosphere is not secured search. And you know, since as the military cannot distinguish between who is an amber fighter and a civilian, sometimes when they get to an area, because of that confusion, when they see any youth, in their mind is this could surely be a fighter, and he become a victim. So if you look at it now, you discover that in most of our areas, most of the males who would have been at the school going age are vulnerable because the military cannot distinguish between who is an amber fighter and who is a student. So if you look at it critically, with the constant displacement, burning of houses in Kuba and other like, we realize that if the government puts in place measures of a buffer zone, for example, as I say it, then you realize that it matches what SDF is saying. The security search is important because if we leave it aloof like that, we will be talking about back to school, which is a good idea because everybody, including you, Alain, you know about the importance of school. That's why I've said several times that the preaching of back to school is not so important, but what is so important is the security. If we get dialogue and peace, automatically school will come. But if the government realizes that it cannot go, then the government should carve out buffer zones. And as such, when we talk about back to school, it means that
the government should go as far as giving free education. There are students whose parents have been killed. There are students whose parents are missing. And so at the end of it, poverty along the line. So it means that the government has not put in place mechanisms, such I tell you, to guarantee back to school, free education, buffer zone, teachers protected somewhere, and then they said fighting can go on around, but this area, as we find even in Syria. So those are the things we keep on calling for the government to do. Oui, Faelvis, je ne veux pas on ne fait pas le procès de l'armée. Hein. Il ne faut pas être aussi affirmatif. On a une armée professionnelle. Il peut arriver des dérapages. On n'est jamais sûr. On n'est jamais sûr de qui a... Voilà, même de l'autre côté, le conflit a pris une autre tournure. Voilà. Donc il faut le dire. Nous avons une armée professionnelle. Il peut arriver des choses. Voilà, c'était bien de le dire. Alain Djipoum, Faelvis dit que pour lui, cette campagne de Back to School, c'est une distraction. Il pense également que le gouvernement n'a véritablement pas pris le taureau par les cornes pour mettre en place des mesures. Et enfin, il dit que c'est une campagne politique. Il y a une politisation de cette campagne. Quel est votre avis là-dessus? Bon, je pense qu'il faut trouver la réponse à cette problématique. Oui. On a 2 semaines là. Qui a intérêt à ce qu'il n'y ait pas reprise de l'école dans le nord-ouest et le sud-ouest? Belle question. Je crois que c'est ça le nœud gordien. Parce que, à la vérité, tous les entrepreneurs de guerre, tous ceux qui tirent des ficelles à l'ombre, n'est-ce pas, de cette sale guerre que nous déplorons depuis 3 ans, doivent avoir des éléments de réponse dans cette problématique-là. Et quand je ne voudrais pas qu'autour de cette table, qu'on vienne absoudre les péchés, n'est-ce pas, d'un régime qui va en guerre. Vous savez très bien que c'est M. Biya qui a déclaré la guerre dans le nord-ouest et au sud-ouest aux séparatistes. Donc, par parallélisme de forme, je crois qu'il lui revient entièrement la responsabilité de mettre de l'ordre, de dire stop à la guerre. Vous ne pouvez pas hier déclarer la guerre et maintenant, quand les choses vont mal, vous taisez, vous enfermez dans votre trou d'ivoire et vous pensez que ça va se calmer tout naturellement. Il faut donc que des mesures, une volonté politique manifeste soient prises pour que, effectivement, on cesse le feu dans cette partie du pays. Et le problème avec la rentrée scolaire qui est hypothéquée, de mon point de vue, est tout simplement... c'est que tous les préalables ne sont pas réunis, de mon point de vue. Parce que même si le SDF a proposé une solution, j'allais dire palliative, couloir sécurisé, oui. Bon, qui peut le plus, peut le moins. Moi, je pense que les balles, quand ça crépite, ne choisit pas des cibles. À tout moment, les enfants peuvent être exposés. Donc, pour dire qu'en réalité, la condition sine qua non de la reprise de l'école dans cette partie du pays, c'est le cessez-le-feu. S'il n'y a pas arrêt des hostilités dans cette partie du pays, je doute fort que les parents, tout au moins les plus responsables, et les enfants qui sont concernés par la rentrée, soient à mesure d'aller dans les salles de classe, qui ont été, en passant, vandalisées. Des institutions scolaires, plusieurs établissements ont été vandalisés, détruits, sous les balles, les feux nourris, n'est-ce pas, de belligérants qui ont déshumanisé carrément la vie sociale au niveau de ces 2 régions. Donc, tout est à refaire pratiquement dans un certain nombre d'arrondissements, de départements, d'unités administratives dans ces 2 régions. Il ne faut pas simplement penser à envoyer des enfants avec des katanes au dos le 5 septembre prochain et dire que bon, il y a reprise. Il faut bien que l'environnement soit favorable à un meilleur encadrement, une meilleure prise en charge de l'enfant du point de vue pédagogique, du point de vue de la transmission du savoir. Donc, pour me résumer, il appartient au régime en place qui a déclaré la guerre dans le nord-ouest. Le régime a déclaré la guerre à Boko Haram, il a déclaré la guerre aux séparatistes du nord-ouest et du sud-ouest. Il a même rappelé que ils ont combattu le maquis. Je cite de mémoire les discours, les sorties du chef de l'État. Comme mon jeune frère Onambele semble avoir des troubles de mémoire, je lui rappelle que c'est des propos du chef de l'État du Cameroun qui, à plusieurs occasions, avait rappelé que ce n'est pas Boko Haram qui peut nous dépasser. Et c'est Boko Haram qu'on a dans le nord-ouest là?
Ne me faites pas mélanger les pédales. Si vous ne comprenez pas l'analyse que je fais, souffrez que je poursuis. Soyez clair. Mon discours. Et il ne me semble pas que vous êtes à la place du modérateur ici pour orienter le débat selon votre perception à vous. Donc vous allez me permettre de poursuivre en disant tout simplement que tout ce que j'ai dit là, ce n'est pas une invention de M. Ndjipou. Il s'agit, n'est-ce pas, des extraits paraphrasés du discours du chef de l'État au sortir des concertations à Côte d'Ivoire, à Abidjan, de retour d'un sommet. Il me semble qu'on embellit les journalistes. Alors vous devez faire franchir, travailler les ménages. Non, c'est calme Alain Ndjipou, allez-y. De temps en temps, nourrissez un peu les ménages. Allez-y, continuez dans votre analyse. Il n'y a pas d'invention au bout de ce que je dis. Donc pour dire simplement que, en réalité, c'est de la responsabilité en chef du chef de l'État, je vais me répéter, de mettre un terme aux hostilités dans le Nord-Ouest. Parce que c'est lui qui a déclaré la guerre aux séparatistes. Ok. Maître, vous voulez... Non, c'est pas un pépin, c'est un grand frère que je respecte bien, je peux même le dire. Je ne peux pas se mais j'ai dit une chose, on a l'illustration là, exactement de la surenchère dans cette crise au nord-ouest et sud-ouest. Parce que quand mon grand frère Alain Ndjipou fait une apposition dans le discours paraphrasé du président déclarant la guerre à Boko Haram pour introduire le nord-ouest et le sud-ouest à l'intérieur, parce que tout le monde dit depuis que le président a déclaré la guerre au nord-ouest et sud-ouest. Chaque jour je demande, mais apportez-moi quel jour le gouvernement, le président ont déclaré la guerre, parce qu'une déclaration de guerre, c'est une déclaration de guerre, hein. Quand on dit que le gouvernement a déclaré la guerre, il dit nous. Et puis on paraphrase le président qui revenait de Côte d'Ivoire et parlant de Boko Haram. C'est pas Boko Haram qu'on a dans le nord-ouest et le sud-ouest. Ce sont des frères. Boko Haram était identifié. C'est un groupuscule qui voulait créer un État islamique dans plusieurs pays. Et c'est pour ça qu'il dit que cette surenchère là, vraiment grand frère, deux fois là, c'est ça qui mène à ce qu'on ne peut pas avoir la solution à la crise au nord-ouest et sud, parce que les intervenants à l'intérieur ne sont pas, je le dis bien à haute voix, sincères et honnêtes. Il y a une certaine duplicité des personnages et qui tissent les ficelles dans l'ombre et qui, malheureusement, ont des relais dans l'opinion publique qui font en sorte que même ceux qui sont à la maison, qui nous écoutent, finalement ne comprennent même plus le problème du nord-ouest et du sud. On vous parle de 3 ans, mais moi je dis toujours que c'est depuis 1993, 94, avec les All Anglophone Conference de 93, 94, 95, première incursion armée au niveau de Boya et de Baminde, à 99, la prise de la station régionale à Boya. Donc la crise, quand on vient toujours nous parler de 3 ans, on oublie ce qui a été tissé depuis la nuit des temps et venir alors dire que le gouvernement et le président ont déclaré la guerre au nord-ouest et sud-ouest. Vraiment, grand frère, à un moment, excusez-moi, mais faisons souvent preuve de lucidité. Je n'ai pas de leçon à recevoir de vous. Je vais réitérer mes propos, si vous permettez, Serge Alain. Il n'a pas question ici pour M. Onalembele de déformer mes propos. M. Ndjipou Alain n'a jamais dit que Paul Biya a déclaré la guerre au nord-ouest et au sud-ouest. Apprenez à écouter. M. Biya a déclaré la guerre aux séparatistes du nord-ouest et du sud. Il y a une nuance. Quand j'ai fini de dire cela, j'insiste également. Ce n'est pas de moi dire que je déclare la guerre à Boko Haram à l'époque où la France convoquait un forum pour la sécurité en Afrique. Donc, M. Biya a fait cette déclaration. Vous êtes journaliste, je vous dis, faites travailler vos ménages. Alors, on s'est calmé, calmez-vous. Hein? Voilà. On va mettre concrètement, revenons sur le terme couloir sécurisé. Comment ça va se passer concrètement? Permettez que je revienne un peu rapidement sur ce que je vais dire sur le tableau qu'a peint tout à l'heure M. Elvis et M. Alain Ndjipou, pour dire tout simplement qu'en réalité, nous sommes en train de constater que depuis 3 ans, la jeunesse... Alain Ndjipou, lui, pense que il faut un certain nombre de préalables pour qu'on parle de rentrer dans 2 semaines là-bas. Même chose pour Elvis. Je peux les leur concéder, mais seulement... ils n'ont pas parcouru les résolutions du NEC de fond en comble. Il y a d'autres résolutions qui interpellent le gouvernement de la République sur sa responsabilité dans cette crise. Le SDF reconnaît et le dit haut et fort, cette crise sécuritaire qui sévit le nord-ouest et le sud-ouest est à mettre à l'actif du gouvernement de la République. C'est de sa responsabilité. Ça, c'est clair. Maintenant, au mois de mai
dernier, on nous a fait, je veux dire, le Premier ministre a fait une descente sur le terrain en mission de bons offices. Ça a créé beaucoup d'enthousiasme et d'engouement parce que nous disait-on, c'est pour préparer ou alors pour annoncer l'avenir du dialogue. Jusqu'aujourd'hui, nous nous rendons compte que c'est de l'enfumage. Le SDF a martelé ça. L'un des préalables, c'est ce dialogue. Mais maintenant, nous sommes en train, en tant que politique, nous dénonçons ces dérives. Relativement à la rentrée scolaire 2019-2020, suite à l'appel de certains acteurs, je vais dire Manchou BBC, Félix Galib, nous avons pensé qu'en tant que politique, nous ne pouvons pas rester insensés à la situation de l'avenir des enfants qui est presque hypothéqué depuis 3 ans dans cette partie du Cameroun là. Ce sont des Camerounais à part entière. L'on ne peut pas éduquer une partie de la jeunesse et laisser l'autre en divagation, puisque comme Elvis l'a si bien démontré tout à l'heure, seulement il reste maître de ses chiffres. Cette partie de la jeunesse se trouve ici en divagation. Donc, nous pensons tout simplement que... Non, vous n'allez pas dire... Non, il y en a qui sont scolarisés ici, hein. Mais une bonne partie. Une bonne partie. J'ai bien parlé d'une bonne partie qui est en divagation. Les autres ont trouvé refuge dans le Mungo où ils sont scolarisés. D'autres sont en train de... Je vais dire, il y a des établissements qui ont fait, si on appelle ça en économie, les joint ventures. Ils se sont associés pour essayer d'éduquer sur le plan, je vais dire, la culture anglophone et francophone. Moi, j'ai fait des descentes à Loum où j'ai constaté ça du doigt. Donc, là, je disais tout simplement que la grande partie de la jeunesse anglophone se trouve ici et en divagation. Une infime partie est scolarisée, c'est ce que je disais. Et face à cette situation aussi criante, le SDF dit donc que il est temps d'interpeller le gouvernement à 3 semaines au jour, je vais dire au 10 août, date à laquelle nous tenions le NEC, oui. À 3 semaines donc de la rentrée scolaire, il était temps de lever le ton. Et cette fois-là, il faut se rendre compte que, M. Serge, sur le terrain, il n'y a pas que des séparatistes, parce que les groupes séparatistes ils sont en groupuscule là-bas, dont certains sont des bandits, d'autres sont en train de revendiquer justement la cause anglophone, d'autres se sont transformés en des prébandiers qui sont en train de foutre le bordel partout. Mais c'est justement cette peur-là qui habite les parents qui fait que beaucoup... C'est justement pourquoi le SDF... d'envoyer leurs enfants. Le SDF, justement, fort de ce constat, sur la foi de ces informations qui sont remontées, nous pensons qu'il n'est plus seulement temps d'interpeller le gouvernement. Il faut interpeller le gouvernement parce que c'est ce gouvernement du RDPC qui est responsable de la situation actuelle. Il est donc de bon ton qu'ils prennent des engagements pour un retour effectif des enfants à l'école. Maintenant, quand on regarde de l'autre côté, les groupes séparatistes, eux-mêmes, ils doivent essayer de mettre de l'ordre dans ce qu'ils sont en train d'entreprendre comme défense de la cause anglophone. Il est des groupes qui n'ont vraiment rien à voir avec la cause anglophone. Ils sont seulement là pour saper tout ce que l'on peut faire pour une sortie de crise. C'est pourquoi le SDF pense, et l'a réaffirmé dans ses résolutions, les séparatistes doivent eux aussi prendre des engagements, prendre la conscience de ce que la rentrée, vous ne pouvez pas tout prendre à un enfant jusqu'à lui refuser le droit d'aller à l'école. Ça, c'est la position du SDF. Ok. Alain Djipou? Oui, juste pour indiquer qu'à la suite de Maître Joe, oui. Effectivement, l'interpellation du SDF par rapport à la reprise de l'école dans ces parties du pays me semble pas en retard, mais j'ai le sentiment qu'en réalité, je m'inscris dans une perspective pessimiste. Ah ouais. C'est-à-dire que... Vous me l'avez dit en début avant l'émission, vous êtes pessimiste pour le 2 septembre. Il n'y a pas de signaux clairs, lisibles, qui indiquent un tant soit peu que le régime en place veut lâcher du lest, tout au moins pour ce qui est du dialogue tant revendiqué pour résoudre ce problème de la crise anglophone.
la crise la crise sécuritaire dans les zones anglophones du pays. Donc, c'est pour cela que... Mais Alain Djipo, on a vu il y a quelques semaines, le gouverneur Adolphe l'Afrique prendre son bâton de pèlerin et aller prêcher, entre guillemets, la parole pour un retour. Vous me faites sourire, Serge Alain Autou. Si la question se limitait simplement à la modeste personne de monsieur le gouverneur, je crois qu'il y a longtemps que cette crise aurait trouvé des solutions. Il y a beaucoup de ministres qui sont allés dans les régions qui relaient aujourd'hui. Il y a même les anciens, les chefs de gouvernement sont y allés à plusieurs reprises. Ça n'a pas donné grand-chose, ça n'a pas apporté, on n'a pas eu un résultat probant. Donc, comme pour dire qu'en réalité, le meilleur est toujours pour la fin. C'est-à-dire que Monsieur le Président de la République est interpellé au plus haut point. Il n'y a que lui, apparemment, qui devrait frapper la main sur la table, si tant est qu'on veut qu'il y ait retour à la calmie, retour du calme, n'est-ce pas, dans ces parties du pays. Donc, pour indiquer que, encore une fois, le régime n'a pas manifestement montré des gages d'un véritable retour à la paix dans ces parties. Et il faut également associer à cette dynamique, à ce refus du dialogue, l'attitude même des institutions parlementaires, notamment l'Assemblée nationale et le Sénat, qui sont restés, ils sont seulement prêts à réagir. Il n'y a pas de débat. Ils réagissent au communiqué que les autres parlements européens, américains font pour dénoncer justement les dérives et puis la situation humanitaire déplorable, n'est-ce pas, de ce côté. Donc, ils ne prennent pas sur eux l'engagement d'ouvrir un espace d'échange, de débat autour des questions posées par la crise anglophone au niveau du Parlement. Et donc, pour moi, c'est une démission carrément de tout un système. Ok. Justement, Faelvis, je veux votre avis là-dessus. Depuis que cette crise est comme ça, nous fait perdre un certain nombre de compatriotes, pas de débat à l'Assemblée ni au Sénat, mais toujours, comme a dit Alain Djipo, c'est à la suite, Parlement européen, le Sénat américain, qu'on entend nos parlementaires s'en approprier. Voilà. Comment comprendre cette attitude? Well, I think it's an attitude of negligence and an attitude of refusal to solve the problem. That one we should be clear. Mm-hmm. You know, my issue here, Alain, is that each time we are on air, we should be able to speak the truth, because the people have been able to keep some facts in order to pamper the government, and that's where we find ourselves today. That's why you see my brother here talks clearly, Alain Djipo, because that is the fact on the ground. Now, when you look at it, you cannot be having a problem and somebody out of your neighbor is crying more than you, is complaining where they say they resolve the problem. I mean, more than you who has the problem. Mm-hmm. It means something is wrong with you. That's why the most I said that I call those who campaign back to school weak campaigners. It's like people who take banger. That's how I call them. Because the issues are on the ground. Very clear. The damages are there. Even like the mentors giving the statistics here. There are people from Northwest Towers who are here in Littoral. They are in bars selling in the night 10,000 francs per month. There are rooms in Bonaberry, 10 of them in one room. There are many of them even here who will not go to school. I'm sorry to tell you that. Who will not go to school. Right. And many will surely become bandits because they need to feed, they are hungry. So the issue is alarming. So the fact that some of them came down to Northwest, to Littoral, or to West Region, or Center, does not mean that they are well placed. There are some who went there and realized that life was tough. I'm coming back from the Northwest Region. Some have gone back. Some said they prefer to die there than the misery they find here, because there you could dig a cocoyam maybe from behind your house, you could manage something, but here they came and thought that it would go, it's not going, and people are exploiting them sexually, underemployment. These are worries that for the nation, for the fact that the parliament sits quiet. I've been saying that those who work at the parliament and those who are at the Senate are all clowns. Clowns of the first order. And then I told you sometime here that the government is making us to understand, to think that there are two different nations apart. Mm-hmm. Why do I say so? When Boko Haram crisis was on, and the head of state launched to combat Boko Haram, Northwest and Southwest elite, including myself, contributed money for the government and for the military to use in the upkeep of Boko Haram. Why am I saying so? As of now, I expected an MP from Mayuchanaga. I expected a senator
from Mayor Mesala to stand in the House, in the Senate or the National Assembly and say no, il faut qu'on cause l'affaire crise anglophone maintenant. On débatte au Parlement. Yes, but all of them are stayed quiet. It tells you that they are instantly telling us that the Parliament, the Senate, whether we die, all of us, is not their problem. That's why I appreciate when I see Maitre, Alain Jipo and the rest talking about Anglophone crisis. Some of us, we feel consoled because us who come from the Northwest, Southwest, we already know that we have been abandoned, including the elites who feed far from the government. I mean the elites, they know what I'm talking about, they are watching. Most of them have collected money, most of them are well placed, and when they go to Yaoundé with food in their mouth, they stay quiet. At the end of it, Alain, I told one of the parliamentarians 2 days ago, if I were you, in the National Assembly, I would take it hostage. I bring my big car, I block the road, and they will not lock you up because it is within the session. If I'm a senator, I take the Senate hostage. No Senate until they discuss the Anglophone crisis. But what is more disturbing, that tells us that we are drifting apart, Serge Alain, is the fact that for Boko Haram crisis, it was a national issue. Right. And now for Anglophone crisis, you will not see even the parliamentarian in Wuri, or the parliamentarian or the senator in the center, or south or east, hitting the table hard. Okay. That they should talk about it. It's a problem. Voilà, justement, Jean-Marie Onambélé, sur cette... vous comprenez le cri de Faël Bis? Faël Bis est même en train de toucher le nœud du problème. Voilà. Parce que depuis 3 ans que cette crise a débuté... Il parle d'un manque de solidarité pour exactement. ce qui se passe dans le Nord-Ouest. Et la solidarité, pourquoi? Parce qu'à un moment, le politique... Je vous l'ai dit, la politique politicienne s'est introduite de manière forte dans cette crise du Nord-Ouest et du Sud-Ouest. Certains ont très vite vu 2018. Donc le malheur, c'est qu'effectivement, cette crise débute en 2016 et les gens voyaient 2018 à l'horizon. Donc on a utilisé ça pendant 2 ans, des deux côtés, que ce soit du gouvernement ou de l'opposition, comme un élément phare qui pouvait faire en sorte que 2018 soit clair. On a vu 2 régions n'ont pas pu participer à une élection nationale. À qui ça a profité finalement? Vous voyez le SDF aujourd'hui qui se bat, c'est parce qu'effectivement, c'était l'élévation et ils ont eu des difficultés à avoir des chiffres là-bas. Donc, moi, je dis toujours, pas quand je l'ai dit, les gens pensent que je suis peut-être du RDPC du gouvernement, mais je dis non, parce que et je dis toujours que du moment où vous dites que quelqu'un est incompétent, et qui ne peut rien apporter, n'attendez plus rien de lui. Continuez à dire qu'il faut qu'il vienne résoudre un problème. C'est comme si vous dites qu'une porte qui est là et que vous savez qu'elle est ouverte, le gardien ne va pas garder la porte et vous continuez à compter sur lui. C'est pour ça qu'il faut que les enfants aillent d'abord à l'école pour que ça soit un premier signal qui peut déjà apporter un début de paix. Merci. Nous allons donc marquer notre première pause, le temps de retrouver Cédric Nouffelé qui va nous donner les titres du 20h. Bonsoir Cédric, le sommaire. Bonsoir Serge Alain, bonsoir à vos invités. Ce soir, nous parlerons de la préoccupation de l'Église catholique concernant la situation sécuritaire dans les régions anglophones. À l'occasion de la fête de l'Assomption, l'archevêque métropolitain de Yaoundé et d'autres prêtres ont appelé la communauté chrétienne à s'engager pour une rentrée scolaire effective dans les régions anglophones, à manifester leur solidarité en prenant en charge les enfants démunis à travers le triangle national, surtout dans ces régions du nord-ouest et du sud-ouest, où toute l'attention est focalisée pour un retour effectif à l'école, malgré les conditions sécuritaires particulièrement difficiles. Nous en parlerons ce soir. Et le gouvernement qui subit la foudre des critiques de la part des populations victimes de près de 10 jours sans électricité du côté de Yaoundé. Selon les chiffres officiels, environ 28% des ménages n'ont pas accès à l'électricité depuis cet désagrément, cet incident grave survenu il y a près d'une semaine dans un poste électrique. Vous écouterez dans ce journal le ministre de l'Eau et de l'Énergie qui donne 7 jours, une semaine à Eneo et Sonatrel afin de pouvoir raccorder à l'électricité ces ménages qui sont plongés dans l'obscurité depuis plusieurs jours. Et pendant ce temps, comment se comportent les populations? Quels sont les modes de consommation d'énergie électrique pendant cette période difficile? Explication à suivre dans le journal de 20h. Alors que le Cameroun ne se mobilise pas assez pour rebaptiser ses rues au nom de ses héros nationaux, voilà le président Emmanuel Macron qui a appelé les maires français à rebaptiser les rues en France au nom de ces héros africains qui se sont battus pour libérer la France durant les guerres mondiales.
vous écouterez le président français Emmanuel Macron dans le journal de 20h. Serge Alain. Voilà, fin de cette première partie Equinox Soir. Je vous retrouve après pour Equinox Soir, deuxième partie, le temps du débrief. Je vous laisse donc en compagnie de Cédric pour le journal de 20h. Alors, messieurs, si vous nous rejoignez à l'instant, c'est Equinox Soir, deuxième partie, le temps du débrief, toujours en compagnie de Fa Elvis Taillon, Jean-Marie Onambele, Maître Achille Ledjo et Alain Djipou. Alain Djipou, on commence, nous sommes le 15 août et cette sortie de l'archevêque métropolitain de la ville de Yaoundé, Monseigneur Jean Baga, qui appelle à plus de solidarité vis-à-vis au sortir de la première partie. Elvis Taillon parlait justement de ce manque de solidarité. Il a comme l'impression que ça ne bouge pas beaucoup dans la partie francophone par rapport à cette crise. Voilà que Monseigneur pense qu'à 2 semaines, il faut faire quelque chose pour que les enfants reprennent normalement le chemin de l'école. Les enfants touchés par la crise. Mieux vaut tard que jamais. Je commençais déjà à me poser des questions par rapport à cette attitude des Camerounais en général et celle du clergé en particulier. Au sujet, n'est-ce pas, de la situation humanitaire essentiellement préoccupante dans les régions sinistrées du nord-ouest et du sud-ouest, en rapport avec la crise que l'on connaît. Et donc, cette sortie de l'archevêque de Yaoundé tombe à pic pour venir rappeler à la communauté nationale et internationale qu'effectivement, des efforts de solidarité doivent être faits pour apporter des appuis à ces enfants, à ces millions, ces centaines de milliers de déplacés, ces familles éprouvées par le climat d'insécurité dans ces régions-là. Et je suis un peu gêné de savoir quand même que Monseigneur fait cette sortie un peu sur le tard, parce que je ne l'ai pas toujours ressenti, je n'ai pas senti son poids, je n'ai pas senti sa dynamique dans l'initiative de soutien de l'option des religieux qui voulaient tenir une conférence générale anglophone à l'effet de jeter les bases du dialogue pour la résorption définitive, n'est-ce pas, de ce problème anglophone au Cameroun. Donc maintenant, si Monseigneur Jean Baga estime qu'il est temps pour lui d'apporter sa petite pierre à l'édification, à l'œuvre de construction de la paix, pourquoi pas? Moi, j'estime que c'est bien indiqué, mais il faut aller au-delà des gestes d'assistance, agir sur le plan politique, davantage en soutenant de manière officielle l'initiative comme celle qu'a piloté Monseigneur le cardinal Tomi et ses co-religieux. Quel pilote, quand vous dites qu'a piloté, vous n'y croyez plus? Alain Djipou? Vous savez très bien que c'est une initiative qui est torpillée par les turiféraires du régime en place. Et vraiment, la mort dans l'âme, on a le sentiment que c'est une initiative qui ne va pas prospérer. La preuve, c'est que toutes les autorités administratives saisies officiellement ne veulent pas apporter leur caution, tout au moins morale et même administrative, pour que ces assises se tiennent à Boyat, comme souhaité. Okay. Et donc, c'est une initiative, de mon point de vue, pour l'instant, vouée à l'échec, sauf retournement de situation de dernière minute, ce qui ne me semble pas véritablement une hypothèse optimiste. Elvis Taillon, from Gonoko, dites-nous, voilà cet acte, ce geste, on va le dire comme ça, de Monseigneur Jean Baga, il appelle à plus de solidarité vis-à-vis de ces enfants qui depuis, on va le dire comme ça, depuis 3 ans, ne vont pas à l'école. Comment vous accueillez ça? Well, I think the Archbishop has done well. Il s'adresse à ses joints, les catholiques, d'abord. I think in the first place, even though it's late, but it's better to be late than never. Oui. I say this because
when you look at even the All Anglophone Conference that was put in place by Cardinal Toumi, the way it was frustrated by the state door, from the fact that the venue and taking them left to right. And you see, such, I used to tell us that the issue here we have with the Anglophone crisis is because some persons have not taken it as part of them. If the man in Yaoundé had his son in Bamenda or in Kwakwa, who was a victim, the issue would not be the way they're taking it now. If, for example, a bishop, say in Obala, or a bishop in Meyomesala, had a cousin who was Hindu and maybe killed in the course of this, he will not take it lightly. The issue now is because some people have not been touched, and so they could take a long distance, because what the Catholic Church is saying now is good. I like what the bishop is doing, the archbishop, but it was supposed to have come earlier. Meaning that I will expect an archbishop in the far north region to make a communique about this, because I still keep on saying, when it was Boko Haram, it was Cameroon in general. Now there's an Anglophone crisis, c'est entre eux. So, why did I say so? I'm coming. Excuse me. Non, on va pas dire ça. No, excuse, I'm coming. When I say entre eux, I mean what I'm saying. When I say entre eux, what do I mean? I have illustrated here from the National Assembly. Oui. I mean what I'm saying. I'm not mixing words. From National Assembly, from the Senate, Oui. to even most of the chiefs in the East, the West, and all the like. Because if you call it a national issue that touches everybody, it should be the concern of everybody. That's why I said that I keep appreciating the work done by the Archbishop. Right. Because if each and every Cameroonian from the various angles in the French-speaking area were on hold on this issue, such I want to tell you would have gone further. But because only few, I repeat, only few, what the bishop has done is not what others will do. Right. And so at the end of it, I take the responsibility of what I'm saying, that is because at the point in time, there are many who know that c'est entre eux. That's the more reason why we said that we have a moral responsibility. For example, even if they are from Equatorial Guinea or Central African Republic, most of us like journalists, what we saw between the Baleka rebels and the Seleka rebels, we were touched. What we saw in Rwanda genocide, Hutu and Tutsis, we were touched. What we saw in South Africa, we were touched here in Cameroon. Why can other people from the French-speaking area, while in Cameroon, not being touched when they are supposed to make a statement? That's why I say I appreciate all those. Allergy people is here, journalists are here. It is a good effort. And I keep on saying that the moment people start feeling the pinch and considering that that person who was burnt in Bakundu could be my brother, or that mother who was burnt in the house, maybe in Kwakwa, could be my cousin, that's when we begin to provide solution. That's the beginning of the solution. The moment we see that part search, it will be a difficult task for us to arrive. But the government, as I keep on saying, has the moral responsibility to restore peace. It is true, Amba has excesses, government has excesses, but our problem here is that the person who has a knife and a yam, if he decides to do that the crisis ending today, you will not need 50 million per division for CPDM to go around that we are going to launch campaign of back to school. When they know that it will not go, they know that it will not hold as per se. Right. Schools might go like in Kabe and some areas, but it will not have the steam because many people have escaped, more have been victims and all the like. It is a bitter truth, we must say it here. So with the cosmetic solutions, the government and its agents of the party keeps putting on the ground, they need to take the position of the Archbishop by saying that now we want the crisis to end now. If President Paul Biya stands today and say, bon, je pars dans la région nord et sud-ouest, moi voici donc, it will be a different ball game. But as long as he's not even talking, but the president is giving condolences to other foreign countries. American President Donald Trump has received condolences from the presidency. When people are dying here and are not receiving condolences, il faut qu'on soit sérieux. Alain. Donc la chute c'est en français. Pardon? Vous avez parlé en anglais, la chute c'est en français. Non, quand c'est grave, et ça ne va pas. Okay. Parce que je sens ce qui se passe, parce que je suis dans les régions là. Donc, voilà. Je suis obligé de quand même. On a compris la chute en français. Maître Achille Ledio, voilà. Il y a quand même l'archevêque métropolitain de Yaoundé. Il dit qu'il aimerait aussi que ça vienne, de la partie septentrionale, parce qu'il y a eu cette mobilisation pour Boko Haram et que ça traîne un peu le pas, ce qui est de la crise anglophone. Oui, après l'archevêque de Yaoundé, il aimerait que d'autres suivent. Oui, Serge, il faut dire que au jour d'aujourd'hui, à 2 semaines de la reprise effective des classes sur le territoire, sur le triangle national, toute âme sensible devrait être interpellée par rapport à la situation de la jeunesse du nord-ouest et du sud-ouest qui depuis 3 ans ne goûte
pas, disais-je tantôt au début de cette émission, aux délices, n'est-ce pas, de l'instruction. Alors, l'archevêque métropolitain de Yaoundé est sorti de sa réserve, a pris position, et nous pensons tout simplement que cette position, à quelques exceptions près, je vais dire que rejoint même entièrement la position du SDF, qui est celle de créer une sorte de solidarité autour de cette cause pour qu'il y ait un retour effectif de la rentrée scolaire, parce que on ne comprend pas comment est-ce que ce qu'on a l'habitude d'appeler dans les chaumières politiques, la discipline partisane a pu prendre le dessus sur l'intérêt national. Les députés, les parlementaires ne cherchent pas à inscrire à l'ordre du jour la cause anglophone à l'Assemblée nationale, tout comme au Sénat. Le SDF l'a tenté au Parlement, je vais dire au Sénat et à l'Assemblée nationale. Malheureusement, a été buté par la majorité obèse du RDPC, c'est pas passé. On se demande comment les élus locaux, c'est-à-dire les députés de cette partie du pays-là, ne peuvent pas dire à dans leur parti, ne peuvent pas dire il est temps qu'on essaie de disséquer ce problème ici à l'Assemblée nationale. Tout ça parce que la discipline partisane leur impose une certaine tenue. Vous ne devez parler d'aucunement de ce problème. C'est dangereux. L'intérêt national devrait primer. La discipline partisane, sincèrement, devrait être de côté. C'est pourquoi nous rejoignons la position de l'archevêque et nous disons que vaut mieux tard que jamais. Il est temps que la frange de la population francophone essaie de se mobiliser aussi pour qu'enfin la partie anglophone de notre pays, c'est-à-dire le nord-ouest, le sud-ouest, puisse revivre la situation de paix d'antan. Il n'est plus question de dire que c'est un débat qui concerne juste une poignée. C'est une cause qui se veut nationale aujourd'hui et interpelle la solidarité sur tout le triangle national. Voilà, Jean-Marie Onambélé, sur la sortie de Monseigneur Jean Barra. Je pense que là, c'est une nouvelle pierre qui va s'ajouter à l'édifice et on avait déjà plusieurs initiatives qui avaient été prises par la société civile et beaucoup d'autres personnes. Aujourd'hui, la solidarité nationale qui est appelée dans la sphère politique, je voulais dire plutôt catholique. Il faut dire que l'Église catholique est véritablement implantée déjà dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest et même au-delà même des autres 8 régions du Cameroun. Je pense que c'est une autre participation qui va venir peut-être bouger les lignes parce que, oh Dieu, on sait bien que l'archevêque parle là avec les grâces de Dieu qui est peut-être là aussi. Alors on espère que cette fois-ci, ça va donner quelque chose. Mais je ne voulais pas embrayer sur ce que Maître vient de dire parce que l'intérêt national aujourd'hui, franchement, c'est même ça le cœur même et le nœud du problème, ou je voulais dire de la crise dans le nord-ouest et du sud-ouest. Parce que quand un parlementaire, moi je me suis posé la question, mais comment, même si on est, qu'est-ce qui générait le RDPC par exemple, à mettre sur la table la question de la crise anglophone là au niveau du Parlement? Qu'est-ce qui générait même les gouvernements à en discuter? Est-ce que ça va ajouter quelque chose, ça va enlever quelque chose? Et c'est là où le mot intérêt national a sa place. Parce que dans cet intérêt national, là, il y a des intérêts particuliers. Et depuis 2016, je le dis toujours, je le dis depuis 3 ans, 2016 et tous les problèmes, l'enjeu était 2018. Et j'ai dit à un ami, après 2018, vous allez voir, les choses vont plus ou moins aller de manière crescendo, assez décantée, parce que l'enjeu de 2016, les gens utilisaient, que ce soit dans le gouvernement ou dans l'opposition, la crise anglophone comme un levier pour, à un moment, déstabiliser le Cameroun. Et de l'autre côté aussi, pour montrer que faites attention, il peut y avoir du grabuge, donc les seuls à pouvoir encore tenir peuvent être nous. Moi, vraiment, c'est une observation que j'ai depuis quand 2018 est arrivé, vraiment les enjeux politiciens, je voulais dire politiciens sont déjà passés. Revenons à l'intérêt national et que chaque Camerounais sache que ce pays lui appartient d'abord avant qu'il ne soit membre d'un parti. Voilà, rapidement, chacun a 30 secondes là pour sortir. 7 jours pour
que l'énergie électrique Non, revienne dans 20 franchement, en stratégie, on appelle ça gagner du temps. Vous savez, parce qu'il y a Ça veut dire quoi concrètement? Ça veut dire qu'après les 7 jours, on va encore donner 7 jours. Et je vous mets au défi. Comment? Je vous mets au défi. Vous allez il n'y aura pas l'énergie après 7 jours? Il y aura encore 7 autres jours. Ça, c'est pour gagner du temps. Ça, franchement, en stratégie, on peut faire 11 jours, après on donne encore 7 jours. Ça veut dire que les populations vont encore rester 7 jours dans le noir, le temps qu'on réfléchisse comment encore les faire accepter 7 jours. Mais ça, c'est le ministre qui demande, hein, il donne 7 jours. Non, mais ce n'est pas lui qui est sur le terrain. Les autres vont lui dire qu'on ne peut pas. Maître Ledio. Ben voilà, le gouvernement RDPC nous a appris maintenant que nous devons vivre dans le mode urgence. La pénétrante est de Douala, on dit mode urgence. Même pour l'énergie, on dit mode urgence 7 jours. C'est pour faire quoi en 7 jours? On nous fait comprendre que les dégâts sont énormes. On donne 7 jours. Comme a dit le précédent orateur, c'est juste pour essayer de calmer la population qui veut déjà se soulever, et puis après cela, on repartira encore à un autre 7 jours. Comment ça? Non, vous savez que la lumière, ce sont des éléments sans lesquels vous ne pouvez véritablement pas mener une vie. L'économie est paralysée. Les informations qui nous sont revenues, toute une bonne frange de la population, je vais dire l'économie de Yaoundé est en berne, et ainsi de suite. Les ménages. Ok. Elvis, 7 days. Well, when I see Back to light. I must be able to tell you that there is nothing this government will say that I will believe a dime until I see it. And so, as usual, they always behave as if they are strangers. Is today they know that light is necessity in Yaoundé, and that's why they are given 7 days. All in all, Alan Serge, I think that we are just playing for time. We think that we are already working on an injury time, and the state has so much on its hands, and the more they keep delaying, their hands keep getting full. And so at the end of it, we will just be making a ping-pong game. But at the end of it, just to let you know, while closing up, that for the visibility study for schools to resume in the Northwest Southwest, it's a far-fetched game, I must be able to tell you, because most of the Christian schools, Baptist, Catholic, they have all relocated. Many of them are open, big schools. So it's not easy for them to flow. It's an indication that for schools. Merci, man of Gonoko. Alain Dipo, merci. Non, en 30 secondes, je voudrais simplement indiquer que je ne sais pas quel est le scandale qui viendra finalement soulever le tocsin pour que le régime de Yaoundé comprenne qu'effectivement, il a échoué. Ok, merci. Nous sommes arrivés au terme de cette édition. Madame, Monsieur, rendez-vous demain, 19h. Bonsoir, Gunoko Village.